Bonsoir à tous. Les titres de cette édition de 20h de ce lundi 22 juin 2020, les mesures gouvernementales concernant notamment la fermeture des magasins à une heure bien précise entraînent aujourd'hui des conséquences sur les recettes journalières des commerçants. Ces derniers sollicitent donc un allègement de la mesure gouvernementale. Yvon Patrick Orombo-Guera, c'est le nouveau maire de la commune d'Akanda. Il a été plébiscité ce matin avec 35 voix sur 47 inscrites. Une élection qui s'est déroulée ou qui se déroule dans un contexte assez particulier suite aux événements politico-judiciaires. Et puis la deuxième phase de l'opération de recensement a débuté à l'intérieur du pays. À Chibanga, dans la province de la Nyanga, l'opération a eu lieu ce matin, comme nous le confirmera dans ce journal Julda Biviga, notre correspondant dans cette province. Bienvenue à tous. En prélude à la journée internationale de la veuve, les responsables de la fondation Sylvia Bongo Ondimba ont organisé une réunion par visioconférence à laquelle ont donc pris part des experts du Gabon, du Cameroun, de l'Ouganda et du Rwanda. Ils ont tablé notamment sur le bilan de cette journée 10 ans après l'adoption de cette journée internationale des veuves. Le point avec Priska Mugula. Cette conférence virtuelle jette les bases de la journée internationale de la veuve célébrée chaque 23 du mois de juin depuis 2010. 10 ans après le combat de la première dame Sylvia Bongo Ondimba devant les instances internationales telles que l'ONU, un combat qui visait à reconnaître les droits des veuves, l'heure est au bilan de la situation de ces femmes en détresse après le décès de leur conjoint. À cet effet, les panélistes du Gabon, du Cameroun, du Rwanda et de l'Ouganda ont échangé autour du thème « Droits des femmes, droits des veuves, quelle situation en Afrique en 2020 ?» Il s'agit donc de faire le point de la situation de cette frange de la société dans chaque pays, tout en relevant les défis rencontrés. Cette table ronde a été également l'occasion d'énumérer et d'évaluer les mécanismes d'accompagnement mis en place en faveur de veuves et des orphelins, mais aussi partager les bonnes pratiques afin de sensibiliser et inspirer les communautés et les citoyens sur l'importance du respect des droits de ces dernières. Cette rencontre en faveur du conjoint survivant, notamment la femme, a réuni les intervenants experts dans les questions de genre, de droits humains, de l'autonomisation de la femme, de la lutte contre les inégalités et de développement communautaire. Rappelons que la défense des droits des femmes et des veuves en particulier constitue un axe essentiel de l'engagement de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, qui œuvre pour l'amélioration des conditions des veuves, notamment sur le plan juridique. Activité parlementaire à présent, les députés de la commission des lois qui ont pu apprécier donc le projet de loi d'habilitation présenté pour adoption par le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, mais également les autorités administratives. Denise Mekam a pour cela été auditionné ce matin. Des précisions dans ce reportage de Julda Flore Ondembe et Francis Oneme. Conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa 1 de la Constitution, le président de la République est autorisé à légiférer par ordonnance en période d'intercession parlementaire dans les matières relevant normalement du domaine de la loi. C'est dans ce cadre que le ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, maître Denise Mekam Ditati, a sollicité auprès des députés de la Commission des lois l'examen et l'adoption du projet de loi d'habilitation. L'objectif étant de permettre au gouvernement de poursuivre sereinement la concrétisation des projets engagés. En réalité, c'est une exigence constitutionnelle qui, à mon sens, ne devrait pas entraîner beaucoup de débats parce que c'est la loi qui le veut, c'est la Constitution qui est notre norme supérieure qui le veut. Le projet de loi d'habilitation examiné ce jour annonce le début des vacances parlementaires fixées au 30 juin 2020. Le tour était revenu par la suite au ministre de l'Économie et des Finances. Jean-Marie Ogandaga a quant à lui présenté le projet de loi portant suppression de certains services publics personnalisés. Retrouvons Julda Flore Ondembe et Francis Oneme. Le Conseil des ministres, en sa séance du 29 mars 2019, avait décidé de la suppression de 8 services publics personnalisés, à savoir l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle, l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives de l'État, l'Agence gabonaise de sûreté et de sécurité nucléaire, le Centre gabonais de promotion touristique Agatour, le Comité de privatisation, le Centre national anti-pollution,
l'environnement, le Fonds forestier national et enfin le Fonds national pour le développement du sport. C'est dans le but de mettre en pratique les instructions du président de la République que le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga, est venu soumettre à l'appréciation des députés membres de la Commission des lois le projet de loi portant suppression de certains services publics personnalisés. Créés dans le souci de booster l'économie de notre pays, ces différents établissements ont montré leurs limites, notamment dans la gestion de leur système financier. Des manquements que le membre du gouvernement a reconnus lors du jeu questions-réponses, qui a permis aux honorables députés de faire de nombreuses observations sur la mise en place de ces services publics personnalisés qui, pendant des années, ont échappé au contrôle du Parlement. Au terme de ces travaux, le ministre Ogandaga a rassuré aux élus du peuple qu'un plan social sera défini au moment opportun pour sécuriser les agents exerçant actuellement au sein de ces entités. Parlons de ce véritable ballon d'oxygène pour les PME et PMI gabonaises. Le directeur général du COFINA vient de mettre à disposition de ces entreprises une coquette somme d'argent pour leur fonctionnement en cette période de Covid-19. Le sujet a d'ailleurs été longuement abordé cet après-midi entre le ministre du Commerce, Hugues Badinga Madia, et le responsable de la dite structure, Charles Obam Ondo, Michel John Boudéa. 4 milliards de francs CFA prélevés auprès de la BDAC et mise à disposition par COFINA Gabon, une belle cagnotte destinée au financement des petites et moyennes entreprises. Le ministre Hugues Badinga Madia, qui recevait le directeur général de cette institution bancaire, a eu tout le loisir d'apprécier cette initiative qui va certainement booster l'activité commerciale au Gabon et surtout en cette période de crise sanitaire. L'enjeu ici, dans cette perspective de lutte contre le Covid, c'est de pouvoir sauver leurs différentes entreprises, étant entendu que de part et d'autre, au niveau du secteur privé ou de l'État, nous sommes déjà en train d'envisager les moyens justement de relancer l'économie après cette période trouble. Les conditions d'éligibilité et d'accès à ce fonds ont été largement assouplies afin de satisfaire le plus grand nombre et de répondre à la volonté gouvernementale. L'accompagnement porte sur différents types de catégories. Vous pourrez venir chez nous pour votre fonds de roulement, pour être simple, une entreprise qui connaît quelques difficultés parce qu'il y a des factures qui sont en retard au regard du contexte, peut venir demander un petit fonds de roulement. Les entreprises pourront également venir chez nous pour leur investissement, ceux qui veulent acheter des équipements pour repartir, redémarrer leur activité. Donc voilà, les 4 milliards sont vraiment dédiés à cela. Il n'y a pas un secteur qui est exclu. Il appartient désormais aux responsables des entreprises intéressées de se manifester le plus rapidement possible pour bénéficier de la disponibilité de ce financement. Freiner la propagation de cette pandémie passe également par la fermeture à des heures assez raisonnables de certains magasins. Eh bien, les commerçants arrêtent toute activité entre 14h et 16h, une situation qui a des conséquences néfastes sur leurs revenus journaliers. Aussi sollicite-t-il un allègement de la dite mesure. Cyril Bertrand Galéco et Gérard Manania nous en disent davantage. Ils sont tous d'avis que la pandémie de coronavirus est bien là à travers le monde et particulièrement au Gabon. Ils, ce sont les différents tenanciers des petits commerces qui applaudissent les mesures prises par les plus hautes autorités du pays pour freiner sa propagation. Mais ces derniers restent tout de même étranglés par les heures de fermeture de leurs magasins qui ne leur permettent pas de répondre à certaines charges. Vraiment, c'est vraiment difficile. À propos des heures, nous fermés ici à 15h à 16h. Au lieu que c'est le moment que les populations descendent au travail. On travaille de 7h à 14h, on peut dire ça. C'est vraiment compliqué, on ne s'en sort pas. Alors qu'on doit payer le loyer, puis le magasin, et gérer certaines choses, vraiment c'est dur. Tout en saluant les efforts consentis par le gouvernement pour la protection des populations face à l'ennemi commun appelé Covid-19, il propose un assouplissement des horaires de fermeture des magasins. De 7h30 à 16h, vraiment ça ne nous arrange pas. Si on peut repousser les heures au moins à 18h30, à 19h30 ou à 20h, mais l'essentiel c'est qu'on respecte les mesures barrières. Il faut le dire, nos heures de travail sont réduites, mais les charges ont doublé chez nous parce qu'il y a eu plus de contrôle. Pendant toute la période, la durée de la période, il y a eu plus de contrôle. On sait que tout ça c'est pour bien faire. Entre-temps, nous sommes les relais, comme je le disais tantôt. Ce qu'il y a lieu de dire seulement, c'est qu'on prenne souvent en compte les avis des syndicats
pour ce qui concerne les activités dans lesquelles nous exerçons. Ces propositions bien étudiées pourraient certainement intéresser des autorités compétentes. La lutte contre la Covid-19 passe également par la désinfection de certains lieux très fréquentés par les populations. C'est en cela d'ailleurs que les responsables de la mairie ont initié une vaste campagne de désinfection du marché de Montbouette, le plus grand espace commercial de la capitale. Une action qui contribue bien évidemment à freiner cette propagation de la Covid-19. Georges Kambila, Victor Mondonga. Débuté vendredi dernier au quartier Nkembo, l'opération de désinfection des marchés de Libreville se poursuit. Ici à Montbouet, tous les étals de commerce, couloirs de ce gigantesque marché ont été pulvérisés par les techniciens de la mairie de Libreville. On appelle ça pour une opération 3D. C'est-à-dire, il y a la désinfection et la désinfectisation. Donc nous avons commencé par la première phase qui était la désinfection. Maintenant là, nous attaquons maintenant la désinfectisation. On utilise aussi le TFD c'est pour les surfaces et les poignées qui sont par exemple là où vous voyez les cadenas et tout partout. Comme le marché de Montbouette par exemple, c'est le plus grand marché de Libreville, on peut le faire même après 2 semaines ou après 1 mois. Cette opération qui vise à la protection des commerçants et clients contre la contamination du coronavirus, les responsables de cette opération soulignent l'enjeu de cette activité. La pandémie, elle circule toujours. Pour la stopper, il faut que les gens mettent des barrières dessus. Nous faisons pour notre part cette désinfection-là, mais il serait important pour que tout le monde, chacun à son niveau, respecte les mesures barrières. Dès qu'il y a des signes de maladie, que les gens s'adressent non pas à la mairie, mais aux services qui s'occupent de ces questions-là, pour que les choses soient faites comme il faut. La prochaine étape de désinfection est prévue pour ce mardi 23 juin. Site choisi, le marché d'Akébé, dans le 3e arrondissement de la capitale. Le développement d'un pays passe nécessairement par les infrastructures routières. Et à Makoko, dans la province de Logoué-Vindo, les agents des travaux publics s'activent dans la réhabilitation du réseau départemental de Livindo. Pour les usagers, c'est une réelle action sanitaire. Benjamin Evinbiné pour des précisions. En Logoué-Vindo, du point de vue de l'observateur, cela faisait bien longtemps que pareil spectacle n'avait pas été observé sur les routes départementales de Livindo. Ici à Ebien-Edua, les engins de la subdivision des travaux publics de Makoko parquaient au terme d'une bonne journée de travail. Pour les populations locales, c'est un véritable ouf de soulagement alors que pointe à l'horizon la grande saison sèche. Le reprofilage de la route ne peut être une action bienfaisante. C'est la saison qui rentre. Ces travaux-là ont commencé par le maire central de Casa. Lorsqu'il a refait le profilage dans la commune de Sanjan, il y a un boubier qui se formait déjà au niveau de Nchivelo. Moi, en tant que chef de canton par Ikiri, et avec le chef de regroupement de Sintan, on était obligé d'attirer l'attention des autorités compétentes. Et à partir de là, le président du conseil départemental de Livindo et le chef de division ont pris la décision de faire le reprofilage rapide jusqu'à Ntinkele, peut-être jusqu'au vent. Au terme d'une forte saison pluvieuse, les stigmates sont sans équivoque sur l'axe routier Makoko-Ovan, long d'une centaine de kilomètres. Dans les titres de cette édition d'information, la commune d'Akanda a désormais un nouveau maire en la personne d'Yvan Patrick Romboguera qui a été plébiscité par le conseil municipal à l'issue de l'élection partielle qui s'est déroulée ce lundi matin du côté de l'hôtel de ville de cette commune. Frédéric Yendamokula et Candy Mekui pour plus de précision. A obtenu M. Yvan Romboguera, 35 voix, est élu maire de la commune d'Akanda, M. Yvan Romboguera, avec 35 voix, soit 97,22%. C'est le résultat obtenu au terme d'un scrutin à bulletin secret sous la supervision générale de Guillaume Mandjango-Lapel, gouverneur de la province d'Estuaire, que Yvan Patrick Romboguera a été élu maire de la commune d'Akanda. Je me réjouis aujourd'hui d'être le maire central de la commune d'Akanda. Et j'ai à cœur de faire mon travail donc, avec assiduité, avec rigueur, pour l'accélération du développement de la commune d'Akanda. La présidente de la commission électorale et par ailleurs conseiller municipal et maire du 2e arrondissement s'est félicité
du bon déroulement de l'élection. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de notre vote. Nous avons élu un maire et maintenant nous allons pouvoir travailler en toute quiétude et poursuivre notre développement. Nonobstant la bonne tenue de ce scrutin, il n'en demeure pas moins que celui-ci a connu un taux d'abstention relativement élevé. Nous, les conseillers municipaux de l'opposition, nous faisons le choix de ne pas participer au vote. En fait, c'est pour ne pas biaiser le vote. Mais nous préférons nous abstenir pour la clarté du choix qui a été fait. Demeuré sans président de conseil municipal depuis plus de 6 mois, la commune d'Akanda va désormais renouer avec un fonctionnement réel et optimal. Ancien intérimaire à la présidence du conseil municipal de la commune du nord du Grand Libreville, donc à Kanda, eh bien, le nouvel édile succède à ce poste Grégory Lacruche Alianga. L'élection intervient en plein mandat car le vote fait suite à une série d'événements politico-judiciaires, notamment avec l'opération Scorpion. Occasion donc pour la rédaction de revenir sur le contexte dans lequel s'est tenu ce scrutin. Henrik Bokoko et Thierry Mandaka. Commune voisine à Libreville, Akanda est créée en 2013 et regroupe les quartiers Angonje, Averbam, La Sablière, y compris les Cap Esterias, Santa Clara et Caravane. La jeune commune était dirigée au sortir de l'élection jumelée législative et locale de 2018 par Grégory Lacruche Alianga. Un an plus tard, précisément en novembre 2018, le jeune maire connaîtra des démêlés avec la justice. En détention préventive, l'intérim de la présidence du conseil municipal d'Akanda était assuré depuis 6 mois par Yvan Rombenguera. Homme de terrain et proche des populations, celui dont le nom signifie « enlève la nuit pour donner la lumière » a véritablement fait jaillir la lumière sur la commune d'Akanda. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre avec ce vote des conseillers municipaux. Obtenant 97,22% des suffrages, Yvan Rombenguera est ainsi élu maire titulaire. Les chantiers sont multiples pour le nouvel édile qui devra poursuivre l'accélération de la cadence dans plusieurs domaines d'activité. À l'image de la société Transakanda qui couvre cette agglomération, Yvan Rombenguera devra s'en inspirer afin de conduire cette commune vers un développement harmonieux. Qui est donc Yvan Patrick Rombenguera, le nouveau maire de la commune d'Akanda? Eh bien, son portrait avec Frédéric Yandamokula et Candy Mekui. Voilà Yvan Patrick Rombenguera, le désormais nouveau maire de la commune d'Akanda, est né le 29 février 1972 à Libreville. La quarantaine donc révolue, l'homme est un pur produit du sérail politique local. Ingénieur de formation, il est doté d'une riche expérience dans l'univers de l'entreprise après ses études. Pragmatique, travailleur et toujours à l'écoute, selon ses proches, l'ancien 3e adjoint au maire de la commune d'Akanda de cette circonscription administrative se réclame du gaullisme dans sa pensée politique. Yvan Patrick Rombenguera, patronyme qui signifie ôter l'obscurité pour faire place à la lumière en langue omienne, représente tout un symbole dans cette culture. Aussi, aura-t-il la lourde mission de manager avec dextérité, transparence, la gestion de la mairie d'Akanda. Pendant ce temps, à Tchibanga, dans la province de la Nyanga, on parle de cette deuxième phase de recensement des agents de l'État. Ce sont notamment les fonctionnaires qui ne s'étaient pas prêtés à cet exercice lors de la première opération. Suivant le reportage de notre correspondant Judas Biviga. La deuxième phase du recensement des agents publics vient de démarrer à Tchibanga. Celle-ci consiste à recenser les agents ayant été déclarés absents lors de la première phase. L'objectif étant de justifier leur présence à leur poste de travail. Cette phase consiste à recenser tous ceux qui ne s'étaient pas présentés lors de la première phase. C'est important de le dire. Parce qu'il y a une phase de contentieux qui arrivera par la suite, mais il était de bonne loi qu'avant d'arriver à cette phase, nous puissions donner l'occasion à ceux qui étaient absents pour des raisons données de se faire recenser. Et il y en a qui, pendant la première période, étaient en mission officielle à l'extérieur, d'autres étaient malades. Ils ont des justificatifs. C'est l'opportunité pour ces personnes-là de se présenter et se faire recenser, avant d'entamer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la phase de contentieux. Les critères de recensement étant les mêmes, ils permettront donc à ces agents de l'État d'être reconnus sur le fichier de la fonction publique, conformément aux objectifs fixés par ce même département ministériel.
C'est depuis le 16 juin que les agents du ministère des Eaux et Forêts ont déclenché leur mouvement de grève, un mouvement suivi également à l'intérieur du pays, comme à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, où les personnels des services provinciaux revendiquent également le paiement de leurs primes. Yves Malik, notre correspondant dans la province du Moyen-Ogooué. Dans ce bâtiment abritant les services de la direction provinciale des Eaux et Forêts, c'est partout porte close. Le mouvement de grève est bel et bien suivi et respecté à la lettre dans toute sa rigueur, aux grandes dames les usagers comme ceux compatriotes en provenance de la périphérie de la ville de Lambaréné venus solliciter quelques services. Je suis venu juste parce que nous voulons faire un peu de l'exportation, mais compte tenu par rapport à la grève, et on ne peut pas être reçu. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de repartir. Ça vous ennuie quand même? Oui, non, vraiment ça m'ennuie parce que tu vois que ça nous pénalise. Si besoin l'est encore de le rappeler, les points d'achoppement résident en substance autour des nominations jugées illégales par le syndicat et le retour au paiement des arriérés de primes revendiqués depuis belle lurette. Ce conformément au point de presse tenu le 10 juin dernier par le bureau du syndicat national des personnels des eaux et forêts. Cette grève illimitée qui se tient dans un contexte particulier de crise sanitaire peut avoir des conséquences dévastatrices si ce n'est déjà le cas. Et pour cause, la supervision des chargements des grumes et le dépotage ont été suspendus à cause de l'indisponibilité des agents. La circulation des produits forestiers, les patrouilles mobiles, inspection de chantiers et dévastation des plantations par les pachydermes, tout est en berne. Aux dernières nouvelles, le chef de ce département ministériel aurait ouvert la porte aux négociations, ce qui pourrait être vu comme un signe avant-coureur d'une éventuelle baisse de tension dans cette grève que certains observateurs redoutent dans une économie épinglée par le Covid-19. Et justement, en rapport avec cette situation, le ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White, dans le cadre de l'entretien, il est revenu sur ses revendications concernant notamment les primes. Je vous invite à suivre un extrait. Pour être honnête, je les soutiens pour les primes. Je pense que les agents des Eaux et Forêts qui font un travail difficile, souvent sur le terrain, en pleine forêt, souvent le week-end, on fait un travail de plus qu'un fonctionnaire lambda. Et je pense que les agents méritent des primes en récompense à ce travail fourni. Donc je les soutiens. Je suis très frustré qu'ils ont choisi de faire leur grève pendant le Covid, parce que c'est très difficile pour moi d'aller voir le ministre de l'économie actuellement et de lui parler de mes primes. À cause des mesures, le respect des mesures barrières. À cause de ça, mais parce qu'il travaille 20 heures sur 24 pour essayer de sauver notre économie. Et donc la dernière chose qu'il va entendre actuellement, c'est Lee White qui arrive avec la demande des primes. Donc je les soutiens, mais je pense que ce n'est pas le bon moment de faire une grève. Le fait que je les soutiens, ce n'est pas qu'on ne paye pas des primes, on paye des primes. Je vais payer les primes dans 2 semaines, c'est payé chaque trimestre. Le problème, c'est le montant. Donc on est en train de voir comment on peut retrouver les mêmes montants qu'on payait en 2014. Je pense presque que c'est un faux problème, parce qu'on a une visibilité sur les prochains 18 mois. Il y aura des entrées et il y aura de l'argent pour payer les primes. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien avec le professeur Lee White, le ministre des Eaux et Forêts, dans nos programmes. Hier était célébrée la fête des pères, un événement qui n'enregistre malheureusement pas trop d'engouement, mais à Kulamutu, dans la province de Logololo, eh bien, les membres de l'association naissant sur la Lolo Bwengidi ont voulu marquer leur reconnaissance envers ses pères. Constant Ndamba, Dieudonné Rungu. Une fois n'est pas coutume, serait-on tenté de dire. Après les moments le 7 juin dernier, plus d'une 50aine de pères choisis parmi les chefs de quartier, les notables, les responsables administratifs et militaires, ainsi que les leaders sportifs, ont reçu des cadeaux des mains des membres de l'association naissance sur la Lolo Bwengidi, qui pour cet événement ont à nouveau bénéficié du parrainage d'un de leurs aînés en la personne de Gaston Mindungani. Cette fête a été rendue possible grâce au parrainage de M. Gaston Mindungani, qui a permis à ce que nous puissions rendre un petit sourire à nos papas qui sont souvent marginalisés.
par rapport aux mères. Donc, on a voulu les poser ce sourire-là et les souhaiter cette joyeuse fête du père. L'émotion était perceptible chez les papas qui ont eu du mal à trouver des mots pour dire merci. Merci, vraiment merci beaucoup. Que ces remerciements-là vont d'abord de la part, au moins, au niveau de M. Ndungani, qui n'a jamais cessé de faire des gestes qui sont plus ou moins encourageants pour lui et pour nos bénéfices. Et là, vous faites un relais. Depuis chez lui, vous faites le relais. Vraiment, merci beaucoup. Là, je prends la parole au nom de tous mes collègues chefs. Pour une surprise, la fête des pères 2020 pour ces papas sera sans nul doute un souvenir inoubliable. Toujours dans le cas des réactions suite au décès d'Emmanuel Iso-Zengonde, le Premier ministre, Célestine Baogoa, ancien ministre, s'est également exprimée sur sa disparition. Écoutons-la, elle est au micro de Henrik Bokoko et de Victor Mundunga. Comme pour beaucoup de compatriotes, j'ai été affectée par son décès, d'autant plus que c'est une personnalité avec laquelle j'ai travaillé au gouvernement pendant près de 3 ans. Le souvenir que je garde de M. Franck-Emmanuel Iso-Zengonde, c'est que c'est un monsieur très calme, très réservé et d'une très grande courtoisie, également très discret. C'est un monsieur qui vraiment m'a frappé par son comportement, par sa carrure. C'est vrai que c'était un grand diplomate. C'est peut-être la raison pour laquelle il essayait toujours de maintenir cette posture d'homme courtois, d'homme réservé. À certains moments, il m'appelait ma belle-mère, tout simplement parce qu'il a épousé une femme originaire de ma province. Et donc, avec M. Iso-Zengonde, on avait aussi des périodes de rire. Mais ce que je voudrais retenir de lui, c'est cet homme politique également de terrain. Il a eu à conduire de grandes batailles politiques dans notre pays. À l'endroit de sa famille, je dirais tout simplement que Dieu a donné, Dieu a repris. Les êtres humains ne sont pas infaillibles face à la volonté de Dieu, qu'il soit courageux et que chacun essaye de garder en lui le meilleur de cet homme. En rapport justement avec le décès de l'ancien Premier ministre Emmanuel Iso-Zengonde, le programme officiel des obsèques est connu. Vous pourrez le suivre tout à l'heure, il sera lu par le conseiller en communication du ministre d'État, ministre de la Communication, Simon Bolivar Ibinga Mangena, et ça sera fait à la fin de cette édition d'information. Un communiqué avant de nous séparer, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'une réunion de la séance plénière se tiendra mardi le 23 juin 2020 à 14h, donc demain, dans le bâtiment abritant provisoirement les services de l'Assemblée nationale. À cet effet, la présence de tous les députés est vivement souhaitée. Le rappel des titres, donc, avant de nous séparer. Les mesures gouvernementales concernant la fermeture des magasins à une heure bien précise entraînent des conséquences sur les recettes journalières des commerçants. Ces derniers sollicitent un allègement de la mesure. Yvon Patrick Rombo-Guera, c'est le nouveau maire de la commune d'Akonda. Vous l'avez vu tout à l'heure, il a été plébiscité ce matin avec 35 voix sur 47 inscrites. Et puis la deuxième phase de l'opération du recensement a débuté à l'intérieur du pays, à Tchibanga, dans la province de la Nyanga. L'opération a eu lieu ce matin, vous l'avez vu, avec notre correspondant Judas Biviga. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. 23h, Wivin au Vendon. Je vous retrouve demain à 20h. Gardez vos conditions d'écoute juste après le programme officiel des obsèques de l'ancien Premier ministre Emmanuel Iso-Zengonde. Et après, vous pourrez suivre l'entretien avec le ministre des Eaux et Forêts accordé à notre rédaction. Bonne suite de programme sur Gabon Première.